crois que 50% des femmes sont insatisfaites sexuellement. Donc il y a une personne sur deux qui regarde cette vidéo qui n'est pas un bon coup. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Donc les gars, je reviens sur la discussion que j'avais avec cette personne sur LinkedIn, et il me disait ouais, je peux pas fidéliser mes clients, etc. parce que c'est eux qui décident des renouvellements. Oui, évidemment, c'est eux qui décident des renouvellements. Si tu cherches toujours à apporter et à délivrer plus de valeur, si tu cherches à progresser, ça garantit pas qu'il va pas te virer qu'il va pas te virer un de ces jours. Ça ne garantit pas que tu vas monter en responsabilité. Par contre, tu mets toutes tes chances de ton côté que ça arrive un jour. Et c'est comme si tu disais, voilà, je peux pas garantir que ma copine est fidèle, du coup je vais faire aucun effort dans la relation. Mais c'est absurde. Bah ouais, bah à un moment, elle va probablement finir par te tromper par un mec avec moi qui fait des efforts et elle va finir par te quitter. Et un jour, du jour au lendemain, tu vas être là avec, tu vois, tu auras arrêté le sport, tu joueras à la console, etc. Elle va aller à la salle de sport et elle ira pas à la salle de sport pour toi, elle ira à la salle de sport pour le prochain. Exactement. Lilian Alvarez, vous êtes freelance dans l'informatique. Vous êtes formateur aussi pour des freelances. Comment et pourquoi travailler la relation client? Aujourd'hui, nous allons voir avec Mohamed que faire dès le début d'une mission pour assurer que ça se passe pour le mieux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le début d'une mission est une période ultra charnière parce que déjà, c'est le moment où on va être évalué. Parce que vous venez de gagner le contrat, ok ? Vous êtes plutôt bien sorti, vous avez travaillé dur pour faire de l'acquisition client, vous avez travaillé votre entretien de vente, vous avez négocié votre contrat, vous venez de signer, et beaucoup de freelances se disent « Ok, c'est le moment de se relâcher, je suis tranquille, le contrat est signé, c'est bon, c'est gagné ». Alors que pas du tout. La période de début de mission, c'est celle où le client va être le plus attentif à votre travail, pour savoir s'il a fait un bon ou mauvais choix. Et j'irai même plus loin. Il y a un changement d'état psychologique dans la tête du client à ce moment-là. L'état, il va passer d'un état 1 à un état 2. L'état 1 étant, il contemple le futur positif de sa situation une fois qu'il vous a embauché, donc les problèmes que vous allez résoudre, les bénéfices que vous allez apporter, etc., etc. Puis une fois qu'il a signé le chèque, il switch à un état 2 qui est « je vais évaluer la possibilité que quelque chose se passe mal ». Et que les coûts et et surtout les coûts et les conséquences associées. Qu'est-ce qui se passe si il fait pas son travail? Qu'est-ce qui se passe s'il fait mal son travail, etc., etc. Et du coup, il y a vraiment ce changement qui se fait, et de la naissance de ce changement va être créée une envie de regarder de très près ce que vous faites et d'être beaucoup plus attentif à vos actions à ce moment-là. Donc ça, c'est ce qui se passe psychologiquement dans la tête d'un client, et on va voir ensemble du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ça se passe mal. Et si je reprends un petit peu mon analogie de ok, je fais un gros effort pour acquérir mon client et ensuite je me relâche, c'est un petit peu la même analogie du genre je galère à trouver une copine. Du coup, je m'inscris sur Tinder, je m'inscris sur Apple, je m'inscris sur toutes les plateformes de rencontres, je vais à la salle de boxe, je m'inscris dans des associations, etc. Je sors, je vais dans des bars et tout. Puis, en plus, je vais à la salle de sport. Tu vois, je m'entraîne à la boxe, tu vois, pour devenir plus fort. Je fais un gros travail sur moi-même, je vais négocier une augmentation et tout. Voilà, je vais travailler pour avoir des abdominaux et tout. Puis le jour où, ça y est, je me mets en couple, j'ai trouvé une fille charmante. Hop, c'est parti. Les gens se relâchent. Vas-y, la bedaine qui va revenir. Vas-y, plutôt que d'aller à la salle de sport, je vais jouer à la Xbox. Je vais être beaucoup moins charmant que lors des premiers rendez-vous. D'ailleurs, à quoi bon faire des rendez-vous? Viens direct à la maison, je vais te faire des raviolis et en boîte et c'est tout. Il n'y a plus d'effort. Et du coup, punaise, la fille, elle se dit, attends, le mec, il était au top au début et là, il se relâche. Forcément, ça risque de mal se finir. Et je discutais pas plus tard qu'il y a 5 minutes, 10 minutes avec quelqu'un sur LinkedIn qui me disait « Oui, mais Lilian, moi, les missions, je peux pas fidéliser mes clients. Parce que c'est eux qui décident si ils me renouvellent ou pas tous les 3 mois, etc. C'est un renouvellement automatique. Et en plus de ça, c'est une mission longue, ils m'ont dit. Oui, c'est une mission longue. Ça, c'est ce qu'ils te disent. Et peut-être que c'est vrai. Mais faut comprendre une chose, c'est que moi, j'ai vu plein de cas de participants à la formation qui... Du jour au lendemain, on leur tenait ce discours, mission longue, etc. Du coup, eux, qu'est-ce qu'ils se faisaient? Ils se relâchaient. Moins de prospection, moins d'acquisition client, c'est bon, je viens de signer le deal. Sauf que dans leur deal, il y a une petite clause de préavis, de 2 semaines, un mois,
qu'ils n'ont même pas cherché à négocier, évidemment, hein, parce qu'on signe à l'aveuglette, on est tellement content, on a négocié un joli TJ, etc. On signe vite. Derrière, le client les appelle. Ah, finalement, il y a une coupe budgétaire. Boum, tu sors. Dans un mois ou dans 2 semaines, tu es sans mission. Et comme ils se sont relâchés, etc., là, ils se prennent une énorme claque dans la figure. Alors que s'ils avaient maintenu l'effort, qui s'était dit, ok, je viens de signer, mais j'ai toujours une épée de Damoclès sur la tête, ou parce que j'ai cette clause, ou même essayer de négocier cette clause, quitte à perdre le contrat et à trouver un autre contrat plus intéressant sans cette clause, etc. Et ensuite, je maintiens l'effort tout au long de la mission. Parce que si je me relâche, imaginons qu'il y ait une coupe budgétaire, et il y en a très souvent, beaucoup plus souvent qu'on puisse le penser. Et le premier qui saute, c'est le moins productif. Exactement. C'est exactement ça. C'est le moins productif qui va sauter, et généralement, c'est les derniers arrivés. On dit bien dernier arrivé, premier parti. Sauf que si vous êtes dans les derniers arrivés, mais que vous performez à fond, que vous faites des heures sup, que non seulement vous performez, mais vous faites savoir que vous performez. C'est-à-dire que le matin, lorsque vous avez une réunion, ou même vous installez vous-même des réunions avec vos clients régulières pour lui dire voilà où j'en suis, voici ce que j'ai fait, voici ce qui va arriver, ou même si vous êtes développeur et que vous signez un contrat par exemple au forfait, vous livrez régulièrement. Je connais des gens qui en freelance livrent tous les jours. Tous les jours, même si c'est un petit truc, le client il a quelque chose à tester. Donc tous les jours il va se connecter à sa plateforme, il va aller sur le site, etc. Et il va regarder, hop, il y a un nouveau truc. D'accord, donc est-ce que tu as un process en tête, comment tu fais? Est-ce que tu as des outils, par exemple, tu as des rituels? Est-ce que tu peux me détailler un peu ces rituels-là? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Déjà, ça dépend de la nature de la mission. Moi qui suis dans un grand groupe, actuellement je travaille chez Carrefour, c'est pas moi qui décide des process de livrer tous les jours. Parce qu'il y a des process déjà mis en place et je suis intégré à l'équipe. Okay. Par contre, je peux faire en sorte d'être ultra productif. Je peux faire en sorte de faire des heures sup, surtout au début de la mission. Moi, je vais vous le dire, je crois les 3-4 premières semaines, tous les soirs, je bossais jusqu'à minuit. Tous les week-ends, je bossais pour Carrefour. Je ne les facturais pas jusqu'à minuit. Je ne les facturais pas les week-ends. Par contre, j'étais présent. Pourquoi ? Parce que, le début, j'étais pas ultra productif, forcément, c'était le début de la mission. 2, le contexte était non seulement le contexte technique et fonctionnel était relativement complexe, parce que ce sont des grands groupes, etc. Donc, généralement, il y a matière, en fait, voilà. J'étais stressé, notamment parce que je sais que je suis évalué et que c'est une période charnière. Et donc, j'ai vraiment à faire mes preuves. Et ça se voit. Ça se voit, ne serait-ce qu'avoir la bonne intention, ça se voit. Ensuite, une des choses que j'ai mis en place, donc en plus de faire des heures sup, c'était d'inviter tous les gens à me critiquer. Moi, j'ai pris dès le premier jour j'ai fait un call avec le tech lead et je lui ai dit, écoute, quand tu regardes mon code, surtout si tu vois la moindre chose qui te déplaît, lâche-toi, fais-toi plaisir, tu peux me tacler, tu peux me dire tout ce qui va mal, je suis ultra ouvert à la critique et je dirais même plus qu'ouvert, je te supplie presque de me critiquer et de me dire tout ce qui ne va pas dans mon travail. Et pourquoi est-ce que je fais ça ? Je ne fais pas ça parce que je suis un sadomaso. Absolument pas. Je vais vous dire, j'ai horreur de la critique. J'ai horreur qu'on me critique. À chaque fois, je le prends personnellement. J'ai mal au ventre. Je me sens pas bien. Derrière, je vais avoir envie de manger un cookie pour me remonter le moral, un burger avec des frites, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que je le fais ? Parce que je sais que s'il me critique à moi en direct, il va pas me critiquer dans mon dos. Quand le manager de l'équipe, il va aller demander des comptes au tech lead, il va dire « Ah ouais, non, Lilian, tu sais quoi, il a vraiment la volonté à progresser, il m'a dit ça et ça et ça. » Et je l'ai vu, en fait, qu'il a fourni les efforts derrière. C'est pas que du blabla. Alors que si je fais rien, il va dire « Ouais, écoute, je sais pas trop. Ouais, on va voir. » Il n'a pas des arguments. Ouais, c'est moyen. En fait, Exactement. Il n'a pas d'argument pour me défendre. Alors que si je lui dis « Ok », et qu'ensuite, une fois qu'il m'a fait la critique, je me ferme pas comme une litre en essayant de me justifier en disant « Oui, mais ça, j'étais pas au courant, ça, c'est pas de ma faute, c'est lui qui a fait ça, etc. » Et je dis « Ok, t'as raison. Merci beaucoup pour ton feedback. Est-ce que tu vois d'autres choses ? Ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire en plus ? Etc. etc. Et qu'ensuite, je prends tout ce feedback-là et je m'y emploie à m'améliorer. Il y a personne qui fait ça. Il y a très très peu de freelance et une infime minorité de freelance qui invite la critique comme ça, qui cherche à progresser continuellement, etc. Et donc, en faisant ça déjà, je me démarque de tous mes collègues. Je me démarque de toute la concurrence. Et à moins que quand vous allez tomber sur quelqu'un, la personne, elle a généralement, surtout si c'est votre supérieur, il a de l'expérience. C'est pas son premier taf.
Donc il a déjà travaillé avec des tirs au flanc. Il a déjà travaillé avec des gens qui voulaient pas progresser. Et c'est probablement la majorité des gens qu'il a croisés. Donc il va vous juger relativement à ses expériences précédentes et à ses expériences actuelles en termes de collègues. Et donc vous allez briller de par les efforts que vous fournissez. Et donc forcément, une fois quand il va falloir virer quelqu'un, parce que tôt ou tard ça va arriver, eh ben, on va regarder, on va dire, ok, qui est le plus productif, qui c'est qu'on dégage. Et on va dire, ah non, Lilian, franchement, Lilian, on le garde pour 2023, il fait du bon taf. Non, Lilian, on veut le garder. Parce que quand on a besoin de quelqu'un, et quand on vous demande un truc, même si quand c'est 18h ou je sais pas quoi, moi je dis jamais non. Je suis toujours là. Et même s'il faut rester jusqu'à 20h, j'annule mes rendez-vous. C'est pas grave. Surtout au début, quand il faut faire ses preuves. Donc ça c'est le premier conseil que j'ai envie de dire. Dépassez-vous au début, faites des heures sup au début. Il faut que vous fassiez une superbe impression. Ouais, la première impression, elle est très importante. Pour le début d'une mission. Et ouais, je te le disais juste avant, donc je te remercie de faire la remarque. Je te disais tout à l'heure que j'avais lu une étude, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, je serais incapable de retrouver la source, mais quand vous faites une mauvaise impression, il faut 7 ou 8 expériences positives de contact avec la personne pour revenir à zéro par rapport à la mauvaise impression que vous avez faite auparavant. Ah, tu vois. Pour compenser en fait. Donc c'est un effort colossal en fait à faire, c'est quasiment insurmontable. À quel moment on va vous donner 8 chances supplémentaires de refaire une bonne impression? Donc si je reprends un petit peu et je reviens à ta question de base qui était ok, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Faire des heures sup, je pense que c'est bien. Si vous n'êtes pas intégré à une équipe mais c'est vous qui prenez le projet en gestion, c'est communiquer régulièrement. Moi ça me surprendrait pas. Moi par exemple si je reviens en arrière sur de la régie, sur du temps passé, j'envoie un rapport d'activité quotidien par mail, que ce soit à mon supérieur hiérarchique ou à la boîte de recrutement qui m'a positionné sur la mission, en leur disant voilà, j'ai travaillé sur telle tâche, telle tâche, telle tâche. Et ça, je leur propose durant l'entretien de vente pour les rassurer. Donc c'est quelque chose que je mets en place très sérieusement et j'oublie pas un jour. Enfin, sur 1 an et demi de mission, j'ai peut-être envoyé 5 fois le rapport d'activité le lendemain parce que j'avais oublié de le faire la veille. Ah d'accord. Un an. 5 fois sur 1 an de rapport d'activité tous les jours, tous les soirs. Et là, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? On se dit, ok, le mec il m'a dit quelque chose, qu'il allait faire quelque chose, et il le fait pendant 1 an et demi. Il est sérieux. Je peux compter sur lui. Il est fiable. Et dans un monde où la plupart des gens manquent de fiabilité, être fiable est un avantage concurrentiel colossal. Et ça démontre aussi une certaine résilience aussi. Ça démontre une certaine résilience, ça démontre qu'on peut compter sur toi. Et ensuite, quand il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, de monter en responsabilité, de travailler en astreinte le week-end, et que vous dites ah ouais, on travaille en astreinte le week-end, ok, très bien, et quel est le coefficient multiplicateur sur mon TJ? Ah ben il est de je vais pas donner des chiffres parce que les gens vont savoir quel a été le coefficient multiplicateur de mes astreintes. Quand l'opportunité va arriver, et je parle même pas de se faire virer, c'est-à-dire que non seulement vous allez éviter de vous faire virer probablement, mais en plus de ça, quand les belles opportunités vont arriver, on va vous les donner à vous en premier parce que vous avez fait vos preuves en fait pendant 6 mois, 1 an et demi, et on sait qu'on peut compter sur vous. Du coup, la personne, elle se dit « Ah ouais, Lilian, il veut travailler les week-ends. Ah ouais, en plus, il veut travailler les week-ends. Ok. Il vient tout de suite. Il me dit « Ok, est-ce que tu veux un rapport d'activité? Est-ce que tu veux que je note mes heures de début, de fin lorsque je travaille le week-end? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que je peux faire en plus lorsque je vais travailler le week-end pour toi ?» Et je le mets en place direct. Et ça se passe bien. Et du coup, vous voyez, vous créez de la confiance, vous augmentez le curseur de la confiance tout au long de la mission, ce qui fait qu'on va vous apporter beaucoup plus d'opportunités, on va vous faire monter en responsabilité. Et qui dit monter en responsabilité, dit monter de vos prix. Évidemment. Donc maintenant, si je reviens au cas du forfait, livrer tous les jours, ou en tout cas livrer régulièrement, faire des rapports par mail, peut-être pas quotidiens, mais à minima, je dirais, hebdomadaires, c'est-à-dire toutes les semaines. Et tout ça, évidemment, ça peut être des discussions que vous pouvez avoir avec votre client, parce que peut-être que votre client, il veut quelqu'un d'autonome, il veut pas quelqu'un qui lui envoie des emails, ou peut-être qu'il veut quelqu'un qui lui envoie des emails, mais qui lui pose pas trop de questions dans les emails, juste pour avoir cette archive d'emails, tu vois, en cas de problème, qu'il puisse consulter. Donc ça le rassure. Mais il y a aussi cette discussion à avoir avec le client. Ok, comment est-ce que tu veux qu'on fonctionne dans les process de communication? Tu veux qu'on se contacte de quelle heure à quelle heure? Est-ce que tu veux qu'on se fasse des réunions tous les 2 jours pour si tu as des problèmes, si tu vois des trucs sur l'application, sur le site qui vont pas, on se fait un petit point ensemble à ce moment-là et du coup tu m'envoies pas des emails tous les jours au fil de l'eau, mais on se cale un moment tous les jours et c'est prévu. Du coup il va pas le faire parce qu'il sait qu'il a un moment dédié à ses feedbacks et du coup ça part pas dans tous les sens. Donc vous arrivez aussi à cadrer votre client comme ça. Je veux dire, comment ne pas déranger en fait le client tous les jours avec des mails. Voilà, si j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait cela.
Et comme tu disais, il veut quelqu'un d'autonome et essayer de cadrer ça au début et voir quelle est la fréquence dans laquelle on va travailler. Alors, je pense que j'apporterai une nuance qui est, tu peux envoyer un email tous les jours, mais ton email ne doit pas donner du travail à ton client. Si c'est un email de rapport d'activité dans lequel tu poses aucune question et tu dis juste ce que tu as fait et tu sais pertinemment, moi je sais que la plupart de mes mails ne sont pas ouverts aujourd'hui. Et c'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'il les voit toujours arriver, mes mails. Donc ma fiabilité, tu vois, ma fiabilité est énorme. Et je vais te dire même un truc, je bosse avec des freelances, moi aussi de mon côté. J'avais un monteur avec qui je bossais et je lui ai demandé dès le début, je dis écoute, tu te vends à l'heure, je veux un rapport sur chaque vidéo, combien de temps elles t'ont mis à monter. Donc si elle t'a mis 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, et ensuite tu me fais une facturation par rapport au Google Doc partagé que je peux consulter. Alors tu me le mets, moi je peux juste le lire et toi tu peux lire et écrire, donc moi je peux pas le toucher ton truc. Mais je veux ça, je veux pouvoir le vérifier. Tu sais combien de fois je l'ai regardé ce truc ? Et j'ai travaillé des mois avec ce gars. J'ai dû le regarder 2 fois. Mais le simple fait de savoir que j'ai la capacité de vérifier le temps qui passe sur les trucs et de voir si voilà, il n'y a pas un tourloupe, il n'y a pas arnaque, ça, le niveau de confiance, il augmente. Même si je consulte même pas le document. Le simple fait de savoir que je peux le consulter, psychologiquement, ça me rassure. Et si je suis rassuré, c'est pas du temps où je suis en cul à me demander putain, est-ce qu'il m'arnaque, est-ce qu'il m'arnaque pas. Et cette charge mentale de est-ce qu'il m'arnaque pas, si je l'ai pas, eh ben, c'est génial pour moi, parce que ça veut dire que je peux me concentrer sur mon business, je peux me concentrer sur d'autres choses. Et on veut diminuer au maximum la charge mentale de nos clients. Parce que si nous embauchent nos clients, c'est pas pour s'ajouter de la charge mentale, c'est justement pour la diminuer. C'est justement pour déléguer un poids, une douleur, une problématique qu'ils ont, et justement ne pas y avoir à y penser. Donc après, ça dépend des clients, évidemment, il y a toujours des nuances à avoir, mais quand vous êtes dans une dynamique de délégation, notamment, il faut être très intelligent dans la manière dont on sollicite le client et pas le solliciter en constance, premièrement, et discuter du niveau de sollicitation qu'il souhaite avoir. Peut-être rassembler toutes vos questions à un moment de la semaine ou au début de la mission, typiquement. Vous avez besoin de des accès, de ci, de là, vous allez rassembler à ce moment-là. Et même, qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Et ne pas poser des questions au client auxquelles lui n'a pas forcément les réponses. Ne lui posez pas des questions techniques sur des problèmes que vous avez. En lui disant, ouais, j'ai tel problème, et essayez de lui expliquer pourquoi vous avez des retards et vous vous justifiez, tu vois. Ouais, j'ai un problème parce qu'en fait, j'ai voulu installer NPM, ça n'a pas marché, il y a un problème de version, etc. Il n'a pas le savoir, ça, parce qu'il n'a pas les compétences pour vous aider. Ça va donc, se retourner contre toi. Exactement. Parce qu'en fait, tu vas passer pour quelqu'un d'incompétent. Et lui, il va dire, ah mais je comprends pas, attends, je pensais que tu savais gérer ce genre de truc, machin, je comprends rien à ce que tu me racontes, il parle chinois, il essaie de m'arnaquer. Tu vois, tout de suite, il va y avoir le cerveau aversion à la perte qui se met, cerveau reptilien qui se déclenche, et ça va partir en mode combat, tu vois. Et on veut éviter ça absolument. Donc voilà. Tout ça pour dire quoi ? Si vous pensez que l'effort s'arrête au moment où vous avez signé le contrat, vous vous trompez. C'est comme penser que ça y est, je me mets en couple, j'ai plus d'efforts à fournir. Oui, il y en a beaucoup qui le font, malheureusement. Je crois que 50% des femmes sont insatisfaites sexuellement. Donc il y a 1 personne sur 2 qui regarde cette vidéo qui n'est pas un bon coup. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Donc les gars... Donc... Si vous voulez... Non, alors évidemment, je reviens sur la discussion que j'avais avec cette personne sur LinkedIn, et il me disait, ouais, je peux pas fidéliser mes clients, etc., parce que c'est eux qui décident des renouvellements. Oui, évidemment, c'est eux qui décident des renouvellements. Mais si tu apportes toujours si tu cherches toujours à apporter et à délivrer plus de valeur, si tu cherches à progresser, si tu fais des points avec ton client pour vraiment être dans une dynamique d'amélioration, ça garantit pas qu'il va pas te virer qu'il va pas te virer un de ces jours. Ça ne garantit pas que tu vas monter en responsabilité. Par contre, tu mets toutes tes chances de ton côté que ça arrive un jour. Et c'est comme si tu disais, voilà, je peux pas garantir que ma copine est fidèle, du coup je vais faire aucun effort dans la relation. Mais c'est absurde. Bah ouais, à un moment, elle va probablement finir par te tromper par un mec avec moi qui fait des efforts et elle va finir par te quitter. Et un jour, du jour au lendemain, tu vas être là avec, tu vois, tu auras arrêté le sport, tu joueras à la console, etc. Elle va aller à la salle de sport et elle ira pas à la salle de sport pour toi, elle ira à la salle de sport pour le prochain. Exactement. Tu vois, alors que si tu cherches toujours à t'améliorer, à devenir meilleur, et tu vois, c'est une question que les gens se posent, tu vois, dans le dating, tu vois, ils disent toujours, oui, je pense que le bon mindset, tu vois, et on fait un parallèle, mais le parallèle, il est vrai entre freelance et relations clients et relations de couple, c'est
beaucoup de gens se posent quels sont les critères que je veux chez mon partenaire, tu vois. Alors que la vraie question à se poser, c'est comment est-ce que je peux devenir le meilleur partenaire possible? Parce que si tu cherches à devenir le meilleur partenaire possible et à t'améliorer sur plein d'aspects, eh ben forcément, le nombre d'opportunités que tu as, il va augmenter et tu auras de meilleures opportunités que quelqu'un qui ne cherche pas à s'améliorer, tu vois, et qui ne s'améliore pas. Et c'est ça la question à se poser, c'est pas comment est-ce que je pourrais... Oui, évidemment, je vais avoir des critères de clients, etc. Mais comment est-ce que je peux être le meilleur freelance pour mes clients, le meilleur consultant, le meilleur développeur, etc. etc. Et que ce soit au début de l'acquisition ou tout durant la relation client. Donc, constamment chercher à s'améliorer, à faire des efforts de ce côté-là. En tout cas, très bonne analogie de couple. Oui, parce que après, qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs qui font aucun effort? Ils vont se faire quitter et ensuite ils vont répondre au marabout là qu'il a laissé j'en ai plein dans la boîte aux lettres, tu sais, fait revenir l'être aimé, garantie, résultat, machin. Pleurnicher toute la journée. Après, les gars, ils sont prêts. Ils pleurnichent toute la journée, ils vont chercher à faire revenir l'être aimé sans. Et là, bizarrement, ils sont prêts à faire des efforts parce qu'ils souffrent tellement. Ils souffrent tellement qu'ils sont prêts à dépenser tout l'argent pour faire revenir l'être aimé, alors que s'ils avaient fait des efforts depuis le début, qu'ils avaient cherché à comprendre un petit peu, à s'améliorer, ben, ils ne seraient jamais arrivés dans cette situation. Donc la conclusion de la vidéo d'aujourd'hui, c'est voilà, continuez à fournir des efforts. Attention, l'état d'esprit du client change lorsque vous êtes dans cette dynamique de... Au début, vous signez votre contrat, le client, il contemple la solution, il contemple le problème que vous allez résoudre et tout ce que vous allez lui apporter. Et une fois qu'il a signé, il se dit « Ok, est-ce que j'ai pas fait une erreur ?» On parle souvent des buyer's remorse, des remords de l'acheteur. Est-ce que j'ai bien fait d'acheter? Il y a un vrai switch qui s'opère. Et c'est à ce moment-là où vous devez tout faire pour le rassurer. Donc comment? En mettant en place des process de communication, en délivrant toujours plus de valeur, en faisant des heures sup si c'est nécessaire et si vous le pouvez, en continuant à inviter la critique, en mettant en place ces process de communication, ces outils comme Trello, Jira, Klaxoon, il y en a plein, en envoyant des emails, etc. pour rassurer le client. Et voilà, en mettant en place tous ces process-là et en discutant avec vos clients, dire « Ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que je ne fais pas aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je devrais arrêter de faire ?» Posez ces questions-là. Créez cette dynamique positive, ce cercle vertueux, et maintenez-le tout au long de la mission, et vous allez voir, les opportunités vont arriver. Quand il va y avoir des têtes qui vont tomber, ça ne sera pas la vôtre, ce sera celle de vos collègues, malheureusement, ou celle de gens qui sont moins performants que vous, et vous allez être dans une bien meilleure position pour la suite. Et en plus de ça, j'irai même plus loin, le jour où la mission va s'arrêter, vous allez avoir une recommandation exceptionnelle. Et vous allez avoir une recommandation tout court. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vous feront même pas. Enfin, il y a certains clients qui jamais ils vont vous faire une recommandation. Et ils vous planteront pas un couteau dans le dos aussi le jour où un de vos clients va les contacter. En disant ouais, non, mais tu sais, il est vraiment pas très bon, machin, il a fait ça m'a pas plu, tu vois. Donc vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour avoir une carrière de freelance durable et épanouissante. Avec des clients satisfaits de ce que vous fournissez comme prestation de service. Ouais, c'est très intéressant. Je ne sais pas si je t'ai présenté au début. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et pourquoi tu es dans le call avec moi? Alors, je suis Mohamed, ingénieur de formation. J'ai à peu près 3 ans d'expérience dans le développement des applications Android natives et je souhaite me lancer en freelance. Et mon call aujourd'hui avec toi, Lilian, c'est pour m'expliquer donc comment réussir le début de la mission et pour la suite avoir des bons résultats, quoi. C'est à peu près ça. Et la raison pour laquelle tu bénéficies de ce call, c'est que tu es participant de ma formation pour freelance. C'est ça. Donc, avant de me lancer, j'ai un peu cherché sur Internet des informations, comment se lancer, etc. Du coup, je suis tombé dessus. Je suis tombé sur la formation de Lilian et j'ai trouvé très intéressant. D'abord, j'ai trouvé plein de contenus sur YouTube notamment, des vidéos, etc., des conseils. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié
dans le contenu que tu fournis. C'est pour ça que j'ai décidé de suivre la formation. Et j'apprends beaucoup de choses. À part de se lancer en freelancing, etc., l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je vois dans ton approche de business quelque chose de très intéressant, notamment la création de contenu. Tu es plutôt content du coup de tes débuts de formation? Ça fait combien de temps que tu nous as rejoints? Alors, ça fait 2 mois que 2 mois? Ouais. j'ai entamé la formation. Et je suis plutôt satisfait du contenu et du coaching fourni. Donc voilà. Tu peux donner aux gens quelques chiffres? Tu peux donner aux gens, si ça ne te dérange pas, quelques chiffres sur le nombre d'opportunités que tu reçois par jour ou par semaine, le type d'opportunités que tu reçois, les TJM auxquels tu te positionnes en termes de mission, tout ça? Alors, pour les opportunités, donc je reçois à peu près 5 opportunités par jour. Donc sur LinkedIn uniquement. J'ai pas activé d'autres canaux. Donc je me positionne sur des missions de longue durée chez des grands comptes, sur des TJM qui varient entre 550 et 650 euros. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et je suis en plus je suis satisfait de l'amélioration que j'ai eu dans la négociation et comment mener les discussions surtout, et comprendre la psychologie du recruteur derrière. Et ça, c'est très intéressant. Et ça m'a ouvert des portes pour explorer d'autres contenus comme développement personnel, etc. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour moi, en tout cas. C'est vrai que, alors les gens ne le voient pas forcément, mais il y a, j'ai envie de dire, il y a 2 niveaux de négociation. Il y a la négociation bon enfant et il y a la dark négociation. Je dirais le côté obscur de la négociation. Et je dirais que les 2 aspects au sein de la formation sont bien développés. Je confirme. Je sais pas si tu confirmes. Je veux dire, il y a des techniques, je dirais pas interdites, mais démoniaque. Enfin, vous connaîtrez des techniques très efficaces, démoniaques, je dirais vraiment démoniaques, c'est le terme, tellement qu'elles sont efficaces et à quel point on peut être capable de retourner le cerveau de quelqu'un dans une négociation en posant les bonnes questions, en ayant la bonne posture. Ok, bah écoute, merci beaucoup Mohamed. Pour les gens qui nous écoutent, qui s'intéressent à la formation, allez voir sur lilianalvarez.com/formation. Et si vous me découvrez à peine et que vous voulez un peu plus de contenu, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur lilianalvarez.com/newsletter. J'y partage dans les 30 premiers jours, même plus, un conseil par jour ultra pratique pour trouver des clients, mieux négocier, la psychologie des clients, etc. etc. J'ai des super retours sur la newsletter, donc je vous invite à vous y inscrire et ça vous engage à rien parce que vous pouvez vous inscrire en un clic, vous désinscrire en un clic. Voilà. Bonne journée à tous et encore merci à toi Mohamed. Merci Lilian.